Bonsoir, du coup. Ça va? Vous avez pas trop la gueule de bois? Un peu. Non, c'est normal ça. C'est ma voix du matin. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine Perrin et on m'appelle Marinette. Et du coup, j'ai appelé ma chaîne comme ça, par manque d'imagination, je pense, principalement. Donc c'est Marinette Femmes et Féminisme, et on y parle de droits des femmes, IVG, poils, muscles et femmes badass, en gros. Vu qu'on est dimanche matin et qu'on n'est pas forcément hyper en forme, en tout cas moi c'est pas incroyable, j'allais partir sur une petite tradition du dimanche matin. Vous savez quand on a une réunion de famille à 11h30, midi, un truc comme ça? T'as de la chance. Et qu'on s'est couché à 4-5 heures environ. Et que du coup on se lève, qu'on se douche, qu'on fait le trajet avec une bouteille d'eau, en espérant de se réhydrater. Je vais poser ça, en parlant de bouteille d'eau. Et que quand on arrive, ça parle politique déjà. Ben voilà, on va faire ça, on va parler politique. Et femmes, du coup, puisque c'est mon sujet. Et vu que la tradition ici, c'est de mêler tout ça à l'histoire, et ben on va parler de comment les femmes ont été exclues de la vie publique pendant super longtemps, et surtout pourquoi, quels étaient les arguments des bonhommes, quoi, concrètement, pour mettre à l'écart les meufs de la vie publique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, le droit de vote et d'éligibilité des femmes, c'était en 1944, donc c'était genre scandaleusement tard. Donc c'était quoi leurs arguments, concrètement, pour ça? Et puis au fur et à mesure qu'on va remonter l'histoire, on va parler de meufs badass, parce que c'est dans le titre déjà, et que j'aime bien faire ça, et que, on va pas se mentir, on n'a pas attendu qu'on nous file le droit de vote pour gueuler. Voilà. Donc, on va commencer par faire un petit saut en arrière dans le temps de 5-6 siècles, à la louche, pour parler d'une figure emblématique de l'histoire des femmes, si ce n'est fondatrice, c'est les sorcières. Les sorcières, je pense que vous connaissez, la chasse aux sorcières, c'est assez connu parce qu'on en a cramé vraiment beaucoup, concrètement. D'ailleurs, peut-être qu'on en a cramé ici, je sais pas. Je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc, la chasse aux sorcières, pardon, j'ai un peu la pâteuse, concrètement. La chasse aux sorcières, on a tendance souvent à associer ça au Moyen-Âge. Oh, ça va être chaud, l'articulation. À associer ça au Moyen-Âge, alors qu'en fait, l'âge d'or, si on peut dire, c'était plutôt 16e, 17e. Il y avait quelques mecs, mais concrètement, c'était quand même une majorité de meufs qui se voyaient, grosso modo, accusées par leur voisinage dès qu'il y avait un truc un peu chelou, genre un enfant qui tombe malade ou des bestiaux qui meurent, ou des trucs comme ça. Et donc, on les accusait d'être des sorcières. Être des sorcières, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire tout ce que l'Église... tout ce qui fait paniquer l'Église. Donc ça va être tuer des enfants, manger de la chair humaine, et bien sûr forniquer avec le diable. Bien sûr, la base. Ça a pas mal parlé de cul aussi, cette conf, parce que c'est vachement lié, je suis désolée. Le cul et la politique, voilà. Et du coup, tout ça dans des espèces de soirées entre meufs, un peu orgiesques, qu'on appelait le sabbat. Après, c'est beaucoup moins marrant, c'est une sorte de mélange de droit pénal et de démonologie, qui se finit quand même une fois sur deux par une condamnation à mort. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les sorcières, c'est une figure aussi importante pour les femmes? C'est parce que cette période quand même super noire, parce que je pense qu'on peut partir sur de la période super noire dans la mesure où je crois qu'on estime qu'il y a eu environ 100 000 procès pour sorcellerie, dont la moitié ont débouché sur une condamnation à mort. Beaucoup de meufs cramées, concrètement. Voilà. Cette période super noire, avec du recul, on l'analyse vraiment comme une sorte de grosse vague de persécution sexiste contre des meufs qui en fait étaient des rebelles. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qui étaient ces sorcières. Les sorcières, concrètement, on ciblait pas n'importe qui, on n'accusait pas n'importe qui. C'était des meufs qui sortaient un peu du rond. Concrètement, c'était des veuves, des célibataires, des meufs qui n'étaient pas sous l'égide d'un mec, concrètement. Après, c'était pas non plus des nanas qui avaient des revendications. La plupart du temps, c'était des pauvres qui vivaient à la campagne, des nanas fragiles, mais qui étaient marginalisées, qui étaient stigmatisées, qui sortaient un peu du rang et du coup qui étaient accusées. Donc c'est pour ça que c'est des figures féministes aujourd'hui, parce que c'est la première grosse vague de persécution sexiste. Et ensuite, les féministes ont adoré se réassocier à cette image, parce qu'en sociaux, c'est ce qu'on appelle retourner le stigmate. Concrètement, c'est-à-dire on prend l'insulte, on se la réapproprie et on la porte fièrement. Il y a un slogan que j'adore, qui a priori date du siècle dernier des suffragettes, j'en suis pas absolument sûre,
mais je te trouve très très badass, c'est nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. C'est classe ou c'est pas classe, franchement? C'est classe. Ouais, merci. Et puis les sorcières, elles ont fait un gros retour en force ces derniers temps, et notamment en politique. Pour vous donner un petit exemple, si vous cherchez sur YouTube tuto sortilège Donald Trump, vous pouvez tomber sur des trucs marrants. Alors moi je vous le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez, ça coûte rien de tester. Je sais pas, voilà. Bon bref, au bout d'un moment on a arrêté de cramer des meufs, ça commençait à faire tâche, même l'église était plus trop pour. Mais rassurez-vous, on a trouvé un autre truc pour les meufs qui sortaient du rang. Et c'était pas mal parce que c'était plus sérieux en plus. Donc après les sorcières, on va parler des hystériques. Après les curés, les médecins, quoi, concrètement. Parce que, donc là, on est fin 18e, début 19e, les médecins se sont repris de passion pour ce qu'ils appelaient la matrice. La matrice, concrètement, c'est l'utérus. Je dis repris de passion parce que globalement, ça les fascine un peu tout le temps. Hein. Les organes génitaux féminins, c'est leur passion, plus ou moins. Et notamment, à l'Antiquité, il y avait déjà un type, Hippocrate, qui avait inventé un concept marrant, celui de l'utérus vagabond. Ouais, l'utérus vagabond. Concrètement, la théorie, c'était que notre utérus se baladait dans notre corps avec des pattes. Non mais si, il avait des pattes. Et vous savez comment ça se soigne, l'utérus vagabond? Sexe. En tombant enceinte, tout simplement. Ah, c'est pratique. Alors donc, du coup, on revient au 19e siècle. Nouvelle fascination pour l'utérus. Et grosso modo, dans leur espèce de... Comment ça s'appelait? Dictionnaire des sciences médicales. Ce qu'ils expliquent de l'utérus, c'est que grosso modo, ça agit sur tout le système féminin d'une manière bien évidente et semble soumettre à son empire la somme presque entière des actions et des affections de la femme. En gros, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, notre utérus. Zéro libre arbitre. Après le diable, bah tant pis. De toute façon, ça glisse. L'utérus, le diable. Ouais, c'est pareil. Effectivement. Et donc, la maladie qui est associée à ça, c'est l'hystérie. C'est vague, hein, l'hystérie. C'est une sorte d'inflammation des organes du bas-ventre. Ça fait des sautes d'humeur. Les médecins savent pas trop à quoi c'est dû. Enfin, du coup, ils sont pas d'accord. C'est plutôt ça. Il y en a qui disent que c'est la frustration sexuelle. Il y en a qui disent que c'est la débauche. Il y en a qui disent que c'est lire des romans. Genre... Vraiment, ils sont un peu dans un délire. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est toutes touchées. Enfin, à partir du moment où vous êtes réglées et avant d'être ménopausées, on est toutes touchées. Que vous soyez prostituée, femme au foyer, vierge, voilà. Globalement, vous risquez de choper ce truc. Et le meilleur remède pour y échapper, ça reste quand même de se marier. Voilà. D'avoir quelques rapports sexuels, mais pas trop, avec son mari. D'avoir des enfants, de rester au foyer, de s'en occuper. Voilà, ça c'est bien. Et si vous sortez du rang, eh ben, vous êtes les hystériques, du coup. Les nouvelles sorcières, ce sont les hystériques. Vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Mais en fait, si, ça change pas mal parce que maintenant, c'est scientifiquement prouvé, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'argument naturaliste. Et familiariste aussi. Le côté famille, foyer, etc. C'est ça qui va donner lieu à cette idée que si les hommes ont la sphère publique, alors les femmes ont la sphère privée. Et donc... quand je vous dis que c'est dur de s'en débatouiller, concrètement, je pense que ça a encore cours aujourd'hui. On a plein d'exemples politiques où ça revient. Un qui me vient en tête, enfin ça me vient pas du tout en tête, c'est sur mon script, mais je veux dire, un que j'ai cherché pour l'occasion, c'est en 2005, quand Ségolène Royal, quand il était question que Ségolène Royal se présente aux élections présidentielles. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Laurent Fabius avait dit à ce moment-là? C'est pas très classe, quand même. C'est quand même assez naze. Mais c'est un classique en fait de l'antiféminisme en politique. C'est-à-dire qu'on fait passer les femmes politiques pour des mauvaises mères, pour des hystériques. Et donc les premières à en faire les frais, ça va être les révolutionnaires. Ce que je vous l'ai dit en introduction, on n'a vraiment pas attendu d'avoir le droit de vote pour gueuler. Et en l'occurrence, les femmes, elles ont participé à absolument toutes les révolutions. À commencer par celle de 1789. En 1789, les femmes, elles participent à l'insurrection, elles participent au débat à l'Assemblée nationale, elles écrivent, elles publient, vous connaissez tous la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, de l'Inde de Gouges. Elles font des clubs féminins, donc des réunions non mixtes. 1789, moi je le glisse comme ça. J'en suis où? Excusez-moi. Ah oui, et donc ça c'est en 1789, et après le 19e siècle, il y aura 1830, il y aura 1848, 1871, elles seront toujours là sur les barricades, etc.
Donc les femmes, elles se battent pour les droits sociaux, elles se battent pour les droits des travailleurs, mais elles se battent aussi, elles essayent de faire passer des trucs pour les droits des femmes. Ça marche pas de ouf. Ça marche pas de ouf, ça va être un siècle où il va y avoir beaucoup de droits qui vont être gagnés, notamment par les hommes, notamment en 1848, le suffrage universel masculin. Mais les femmes, elles vont parfois obtenir des droits politiques, genre droit de pétition, droit d'association, elles vont les reperdre, elles vont les regagner, machin. Vraiment, c'est pas terrible. Même leurs compagnons d'armes ont peur d'elles, ils s'en méfient, et comme je vous dis, elles sont représentées partout comme des hystériques, comme des mauvaises mères qui mettent à mal le foyer, etc. Pourtant, il y a quand même une figure de cette période qui a bien marqué notre imaginaire collectif. Donc après les sorcières et après les hystériques, je voulais parler des pétroleuses. Est-ce que vous voyez ce que c'est, les pétroleuses? Non. Les pétroleuses, c'est des communardes en fait. C'est-à-dire des révolutionnaires qui ont participé à la commune et qu'on a accusés... Comment? Ok. Et qu'on a accusés d'avoir fait cramer la ville, concrètement, d'avoir déclenché des incendies partout avec des barils de pétrole. Il s'avérera que c'est pas vraiment vrai. Enfin, c'est-à-dire que oui, ils ont participé à l'insurrection, mais il n'y en a aucune qui aura vraiment été condamnée en tant qu'incendiaire. N'empêche que ça en dit long sur ce qu'on pense de la colère et de la violence politique des femmes. À l'époque, elles sont vraiment représentées comme, sur des gravures, hein, vraiment comme des harpies, comme des sorcières avec des flammes derrière elles et tout. Un peu, genre, elles ont semé l'apocalypse. On dirait un peu des affiches de films d'action aujourd'hui. Elles marchent sereinement devant le chaos. Bref. Et du coup, là où on va voir vraiment qu'ils n'arrivent vraiment pas à dealer avec l'idée que les femmes aient une conscience politique, c'est dans les interrogatoires qui vont suivre la commune. On y a accès et c'est vachement intéressant. Dans ces interrogatoires, en fait, donc il y aura 1000 femmes environ qui passeront devant le conseil de guerre. Et à ces 1000 femmes, évidemment, on leur pose pas les mêmes questions qu'aux hommes. On leur demande pas c'est quoi vos convictions, pourquoi vous faites ça, etc. Non, les femmes, on leur demande avec qui elles couchent. Bah ouais. Et oui, mais parce que pas de conviction politique, il y a forcément un truc qui nous influence. Si c'est pas le diable et si c'est pas notre virus, a priori c'est notre mec, quoi. Donc, du coup, et c'est là que je vais caler Louise Michel, parce que j'adore Louise Michel et j'adore cette réplique qu'elle a sortie. Ouais. Comment ça titre? Non, j'adore Louise. Non. Ok, j'ai. Ouais. Ok. Pendant son interrogatoire, alors que l'enquêteur lui demande « N'aviez-vous pas de relations intimes avec un homme ?» Logique, la meuf fait la révolution, lui demande ça. Elle répond « Non, je n'avais qu'une passion, celle de la révolution. » C'est badass ou pas? Alors, c'est d'autant plus badass. C'est d'autant plus badass que ça va l'envoyer en Nouvelle-Calédonie quelques années. Mais elle va revenir encore plus anarchiste, ne vous inquiétez pas. Bref, donc là, ce que j'ai introduit là, c'est en fait une nouvelle stratégie antiféministe politique, qui est le fait de renvoyer tout le temps les femmes à leur corps et à leur sexualité. Alors ça, pour le coup, dans l'époque moderne, on en bouffe, mais tout le temps. J'imagine que vous vous souvenez quand Cécile Duflot a été sifflée à l'Assemblée nationale parce qu'elle portait une robe. Vous vous en souvenez sûrement pas, enfin moi j'avais 2 ans, mais quand Édith Cresson était première ministre, et au passage c'est la première ministre et la seule à ce jour à avoir été nommée en France, il y avait un député de droite, de l'opposition, qui avait dit « Voilà la Pompadour ». La Pompadour, c'était la favorite de Louis XV. Donc dire ça d'Édith Cresson, ça revient à dire qu'elle couchait avec Mitterrand et qu'elle était première ministre pour ça. Donc vous voyez, ces stratégies qui prennent racine dans cette historique, elles sont encore utilisées aujourd'hui. Bref, revenons-en à la fin du 19e siècle, on n'a toujours pas le droit de vote. Pourtant, ça fait quand même un moment qu'on en parle, depuis concrètement le suffrage universel masculin. Depuis ce moment-là, les nanas se présentent à toutes les élections. Elles sont assez déterres, concrètement. 1875, Troisième République, là on pourrait se dire qu'il y aurait une brèche. Mais il y a un nouveau truc, ils ont trouvé un nouveau truc. On pense qu'il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes, parce qu'elles risqueraient de voter comme le curé. Mais c'est ballot. Franchement, toujours un truc, quoi. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, les femmes sont plus croyantes, et on est tranquillement en train de s'approcher de la séparation de l'Église et de l'État. On est tranquillement en train de commencer à s'approcher de cette petite obsession pour la laïcité qu'on a. Et finalement, le fait d'instrumentaliser la laïcité, pardon, c'est pas si nouveau que ça. Donc les suffragettes sont vénères, elles commencent à péter des urnes, elles font la grève de l'impôt, etc. Il y a une autre nana que j'aime beaucoup,
c'est Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, elle va refuser d'être recensée avec cette phrase « Si nous ne comptons pas, vous ne nous compterez pas ». Je trouve ça assez bête. Hubertine Auclair, aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça serait le genre de meuf qui se balade avec un tote bag avec des vulves dessus et une casquette avec écrit Witch. Parce qu'elle faisait déjà des produits dérivés féministes à l'époque. Notamment, elle avait fait imprimer des éventails avec écrit « Je désire voter ». C'est classe. Franchement, c'est super classe. Bref, à force de se présenter à des élections partout, figurez-vous que les femmes vont finir par être élues. Avant d'être éligibles, du coup. Et en 1925, il y a le Parti communiste qui va présenter des femmes aux municipales. Et il y en a une poignée qui vont être élues ici et là. Alors, dans des villes auxquelles on peut s'attendre, comme Bobigny, Saint-Denis, Villejuif, etc. Mais aussi, et ça je l'ai appris en préparant cette conférence, à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà, donc si vous reprenez le train ce soir ou demain à Saint-Pierre-des-Corps, vous pourrez vous dire que vous êtes dans une ville pionnière qui a élu une femme avant même que ce soit légal. Alors évidemment, ils l'ont élue, mais le tribunal administratif a cassé les élections, et voilà. Comme quoi, c'est laborieux en France, hein, parce qu'à ce moment-là, l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont quasiment tous fait passer le droit de vote, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que la Chambre des députés avait déjà voté pour le droit de vote des femmes en 1919. Ça, on ne le sait pas. On le sait peu, je trouve. Et le Sénat avait retoqué la loi, enfin avait refusé. Du coup, la Chambre des députés avait revoté pour le droit de vote des meufs en 1925. Là, le Sénat avait carrément 3 fois d'affilée refusé d'examiner le texte. Du coup, la Chambre des députés a revoté pour le droit de vote des femmes en 1936. Et ils n'ont pas juste revoté pour le droit de vote des femmes, ils ont revoté pour le droit de vote des femmes à l'unanimité. 475 voix contre 0. Et là, le Sénat a refusé d'examiner le texte. C'est des vieux règles depuis longtemps, le Sénat. Depuis vraiment, vraiment longtemps. La suite, vous la connaissez, la résistance, droit de vote des femmes en 1944. Et puis, elles ont voté pour la première fois en avril 1945. Au terme, du coup, de décennies et de décennies de combats. Et pourtant, à ce moment-là, la presse continue de les trouver légitimes. Le lendemain de ce jour où elles vont voter, dans le Canard enchaîné, on voit des caricatures où elles sont représentées en prostituées dans l'isoloir, ou en bigote avec le curé. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans les mêmes journaux, on voit des témoignages de mecs qui ont le seum. Mais ils ont le seum de ouf. Et grosso modo, ce qu'ils disent, c'est mais on va où? On va où? Est-ce que bientôt va falloir mettre un tablier et faire la cuisine? Bah ouais, c'est ça. Bref, j'aurais pu vous parler encore vraiment longtemps encore de la place des femmes en politique, d'autant plus que vous voyez toutes ces stratégies qu'on a évoquées, le fait de dire qu'elles étaient sous l'emprise du diable, de leur utérus, de leur mec, du curé, le fait de dire qu'elles étaient trop sensibles, qu'elles devaient rester au foyer, que c'était des mauvaises mères, des hystériques, des sorcières, c'est encore pas mal utilisé aujourd'hui et il y en a des tas d'exemples. Mais je vais m'arrêter là, et juste, mesdames, si je peux me permettre, rappelez-vous que la prochaine fois qu'on vous traite de sorcières, d'hystériques ou de pétroleuses, parce qu'il semblerait que c'est une insulte, désuète, mais c'est une insulte, bah rappelez-vous que si on vous dit ça, c'est avant tout parce que vous êtes une meuf qui l'ouvre. Donc retournez le stigmate. Retournez le stigmate. Est-ce que c'est un compliment? Être dans la lignée de ces meufs-là, c'est vraiment très très badass. Voilà, merci à tous.